Ce recueil d'histoires vous emmènera à la découverte de vies cachées et de révélations inattendues, prouvant que l'on ne sait jamais vraiment qui vit près de chez soi. Les voisins semblent souvent familiers et prévisibles, mais ils peuvent parfois abriter les secrets les plus étonnants. C'était précisément le cas des personnes racontées dans les histoires suivantes. Elles sont restées sous le choc lorsqu'elles ont découvert ce qui se passait près d'elles. Plongeons plus profondément dans leurs expériences. 1. J'apportais quotidiennement du lait à ma voisine âgée et, un jour, j'ai trouvé une lettre choquante sur le pas de sa porte. Je suis une mère de famille américaine typique qui travaille dur et qui a récemment déménagé dans un nouveau quartier en raison d'une mutation professionnelle. J'ai une famille adorable, dont une fille et un mari qui m'adorent autant que je les aime. Une semaine après avoir emménagé dans ma nouvelle maison, j'étais très impatiente de rencontrer mes nouveaux voisins. Un week-end, j'ai préparé des biscuits et je suis allé voir ma première voisine, une dame âgée nommée Evelyne, qui vivait à côté. Evelyne prit son temps pour répondre à la porte car elle était vieille, courbée et marchait avec une canne. Lorsque je me suis présenté et lui a donné les biscuits, le visage de la vieille dame s'est illuminé. « Oh, vous êtes si gentille !» s'exclame-t-elle en souriant. « Entrez, je vous en prie. » En entrant dans la maison, j'ai remarqué qu'Evelyne avait du mal à se déplacer. La femme âgée pouvait à peine soulever la bouilloire à thé toute seule, alors je l'ai aidée à faire du thé, et quand nous avons eu fini, nous avons pris du thé et des biscuits ensemble. « Votre maison est magnifique, Evelyne », ai-je dit en jetant un coup d'œil au petit salon d'Evelyne, dont le mur est tapissé de belles photos d'une Evelyne beaucoup plus jeune. « Cela vous dérange si je vous demande qui sont ces personnes sur la photo avec vous ? Ai-je demandé en faisant un geste vers une photo murale. « Oh, ce sont mon mari et ma fille, chérie », a expliqué Evelyne. « Après la mort de mon mari aimant et le départ de ma fille, si est juste ce vieil oiseau qui vit seul dans la maison. Vous voyez, je peux à peine faire quelque chose toute seule. Ce serait bien si ma fille me rendait visite parfois. » Pendant notre conversation autour du thé, je me suis rendu compte qu'Evelyne avait besoin d'aide dans la maison et pour son chat grincheux, Millie. Evelyne a mentionné que ses genoux la gênaient et qu'elle ne pouvait pas aller chercher régulièrement du lait pour Millie et des provisions pour elle-même. Par souci, j'ai proposé de lui acheter du lait tous les jours et de l'aider à la maison le week-end. Après avoir quitté la maison d'Evelyne ce jour-là, j'ai rencontré les autres voisins avant de rentrer chez moi. Le lendemain, j'ai commencé à livrer du lait à la maison d'Evelyne, comme je l'avais promis. Parfois, j'allais même chercher ses courses, et le sourire de la vieille dame en les recevant faisait ma joie. Avec le temps, Evelyne et moi sont devenus des amis proches. Mais un matin, quelque chose d'étrange s'est produit quand je suis passé chez Evelyne. J'ai frappé à la porte d'Evelyne, mais elle n'a pas répondu. J'étais en retard pour le travail, j'ai donc décidé de laisser le lait sur le porche, où j'ai découvert une lettre qui m'était adressée. À Shirley, ai-je lu à haute voix. J'ai ouvert la lettre pour la lire et je me suis retrouvé en larmes après. Elle disait, « Evelyne. Pourquoi dites-vous cela ?» me suis-je demandé, les larmes aux yeux. J'ai quitté la maison d'Evelyne, bouleversé par la lettre et incapable de comprendre pourquoi cette femme me demande de rester à l'écart. Ce jour-là, je n'arrivais pas à se concentrer sur mon travail et je suis rentré tôt chez moi.
Après s'être rafraîchie, je me suis assise sur mon balcon, regardant la maison d'Evelyne et se demandant comment elle allait nettoyer ce désordre inattendu. Soudain, j'ai remarqué qu'un camion s'était arrêté devant la maison d'Evelyne. 2 hommes en sont descendus et sont entrés à l'intérieur. Quand ils sont sortis, ils transportaient des meubles et des cartons. Que se passe-t-il? Est-ce qu'Evelyne déménage? Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait. Quand je me suis rendu chez Evelyne, je l'ai aperçue par la porte d'entrée. Evelyne était assise sur le canapé, des larmes coulant sur son visage. Evelyne, que s'est-il passé? Ai-je demandé en s'approchant de sa porte d'entrée, hésitant à rentrer à cause de la lettre. Evelyne a pleuré, encore plus, quand elle m'a vu. « Oh, Shirley, aidez-moi, s'il vous plaît », a-t-elle supplié. « Aidez-moi gentiment, chérie. » Je ne pouvais pas comprendre le changement d'humeur soudain d'Evelyne, surtout compte tenu de la lettre du matin, mais j'ai choisi de l'aider malgré tout. Qu'est ce qui se passe, Evelyne? S'il vous plaît, calmez-vous et dites-moi. Je vais vous aider, ai-je dit doucement à la femme. Ma fille Stacy, a commencé Evelyne entre 2 sanglots. Elle me force à aller dans une maison de retraite. Elle a engagé ses hommes pour enlever les meubles afin de pouvoir mettre la maison en vente. Shirley, je ne veux aller nulle part. J'ai mis ma maison. Ce matin, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle ne me laisserait pas rester ici. J'étais terrifié quand vous n'êtes pas venu. Je mourais d'envie de tout vous dire. J'étais effrayé et seul. À ce moment-là, je me suis souvenu de la lettre qu'Evelyne m'avait laissée. Je suis retourné chez Evelyne avec cette lettre, et il s'avère qu'elle n'a pas été écrite par Evelyne. En fait, c'était l'écriture de Stacy. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je n'arrive pas à croire que Stacy se soit abaissée à ce point. Oh chérie, a pleuré Evelyne. Je lui ai assuré que tout irait bien et qu'elle ne perdrait pas sa maison. Puis j'ai appelé mon mari, Jeff, et lui a demandé de contacter son ami avocat pour qu'il m'aide dans l'affaire d'Evelyne. J'ai également demandé aux hommes qui emballaient les affaires d'Evelyne d'arrêter immédiatement. Plus tard, j'ai appelé le 911, et lorsque les agents sont arrivés, j'ai porté plainte contre Stacy pour avoir torturé Evelyne et l'avoir forcée à quitter sa maison. Heureusement, l'ami de Jeff nous a aidés, et la maison d'Evelyne a finalement été sauvée. Lorsque les policiers ont interrogé Stacy, il a été révélé qu'elle avait tout fait par jalousie. Elle avait toujours voulu la maison d'Evelyne, et un jour qu'elle lui rendait visite, elle a remarqué qu'Evelyne était avec ma famille. Elle est rentrée chez elle ce jour-là sans voir Evelyne et a commencé à la surveiller. Elle craignait qu'Evelyne et moi soyons très proches et qu'Evelyne ne me laisse l'héritage plutôt qu'à elle. Par conséquent, elle a décidé de provoquer une querelle entre Evelyne et moi. Merci beaucoup, Shirley et Jeff, dit Evelyne, pratiquement en larmes et reconnaissante de notre aide. Vous êtes tous les deux comme une famille pour moi. Personne ne se donnerait autant de mal pour ses voisins. Tout va bien, Evelyne. Vous êtes notre famille, alors ne vous sentez jamais seule, d'accord? Lui ai-je dit en la serrant dans mes bras. Ange, Evelyne a chuchoté en réponse. Vous êtes un ange. À partir de ce jour, Evelyne et moi sommes devenus encore plus proches. Ma fille a commencé à appeler affectueusement Evelyne grand-mère Evelyne, et nous sommes devenus une famille heureuse vivant dans des maisons voisines.
Heureusement, Stacy n'a jamais refait surface dans nos vies pour nous embêter à nouveau. 2. Ma voisine âgée vivait dans une voiture alors qu'elle avait une grande maison. Il nous faut parfois beaucoup de temps pour nous rendre compte que quelque chose ne va pas, et ce, depuis longtemps. J'avais l'habitude de voir ma voisine Olivia Madison arriver et repartir en voiture en même temps que moi. Du moins, si est ce que je pensais, jusqu'à la nuit où, en rentrant chez moi à 2h30 du matin, j'ai vu Madame Madison dans sa voiture, apparemment profondément endormie. S'était-elle enfermée dehors ? Me suis-je demandé. Et puis je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu Madame Madison conduire sa voiture, pas une seule fois. Inquiet, je me suis approché de la vieille Ford déglinguée et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Madame Madison était allongée sur le siège avant côté passager, recouverte d'une épaisse couette, et dormait profondément. Sur le siège arrière, plusieurs cartons de provisions et de produits de première nécessité étaient soigneusement rangés. Si est évident, Madame Madison, 79 ans, vit dans sa voiture. Mais pourquoi ? Me suis-je demandé avec effroi. Elle possédait la maison voisine de la mienne, une jolie maison victorienne de 2 étages, qui avait commencé à être tristement négligée après la mort de M. Madison 3 ans auparavant. Je suis rentré chez moi et j'ai réveillé ma femme. Lydia, ai-je dit, je crois que Madame Madison vit dans sa voiture. Chérie, arrange la chambre d'Amis, s'il te plaît. Je vais la faire venir. Lydia a sauté du lit. Oh mon Dieu, David. Madame Madison ? s'exclame-t-elle. Mais elle doit avoir 90 ans si est un jour. Je sais, ai-je dit d'un ton sinistre. Je ne pensais pas voir un jour quelqu'un que je connais vivre dans la rue. Je vais aller la chercher. Ne lui fais pas peur, David, supplie Lydia. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas, mais il gèle ce soir, ai-je dit. Et elle ne va pas dormir dans cette voiture une nuit de plus. Je suis retourné dehors et je me suis approché à nouveau de la voiture de Madame Madison. J'ai frappé doucement à la vitre jusqu'à ce que les yeux de Madame Madison s'ouvrent. Madame Madison, ai-je dit doucement. Si est David Castle, le voisin d'à côté. Madame Madison s'est réveillée et elle avait l'air un peu effrayée, mais mon sourire bienveillant l'a rassurée. Madame Madison. S'il vous plaît, sortez de la voiture et entrez. Ma femme vous a préparé une bonne tasse de chocolat chaud et un lit chaud. David, dit Madame Madison, je vais très bien. Ne vous inquiétez pas. Je ne partirai pas si vous ne venez pas avec moi, ai-je dit fermement, et finalement Madame Madison a ouvert la porte et est sortie de la voiture. Je l'ai enveloppée dans sa couette et l'ai conduite sur le chemin qui mène à ma porte. À l'intérieur, Lydia attendait avec la tasse de chocolat chaud promise. Madame Madison a pris la première gorgée et des larmes ont rempli ses yeux. J'avais l'habitude de faire du chocolat chaud exactement comme ça pour mon Charlet quand il travaillait de nuit. Dit-elle. Madame Madison, pourquoi dormiez-vous dans votre voiture ? A demandé Lydia avec douceur. Madame Madison a fermé les yeux. Je ne peux pas rentrer chez moi, voyez-vous. Pas depuis que Charlet. Vous n'êtes pas rentré chez vous depuis le décès de votre mari ? Ai-je demandé, choqué. Madame Madison pleurait en silence. Je l'ai fait au début, a-t-elle expliqué, mais ensuite. Il y avait ce silence terrible là où il était, et puis soudain, j'ouvrais un tiroir ou une porte et je le sentais comme s'il venait juste d'être là.
Je ne pouvais pas vivre avec son absence ou avec ses rappels constants, David, je ne pouvais pas vivre avec cette douleur. Alors une nuit, j'ai pris mon édredon et j'ai décidé de dormir dans la voiture. C'était ma première nuit paisible depuis la mort de Charlet. Mais comment vous débrouillez-vous, pour les toilettes, je veux dire ? A demandé Lydia avec curiosité. Je suis membre d'un groupe de gym pour personnes âgées depuis 10 ans, j'y allais avec Charlet, a déclaré Madame Madison. Alors j'y vais, je prends mon bain et tout le reste. Je me débrouille. Madame Madison, ai-je dit avec douceur. Pourquoi ne pas vendre la maison et déménager ailleurs ? Madame Madison rougit. Oh David, j'y ai pensé, mais la maison est un tel gâchis. Eh bien, allez vous coucher maintenant, et demain j'irai jeter un coup d'œil, ok ? Ai-je dit gentiment. Et si vous m'y autorisez, je ferai nettoyer la maison et vous pourrez la vendre. Madame Madison nous a serré Lydia et moi dans ses bras avec gratitude. Merci, mes chéris. Vous m'avez donné de l'espoir. Le lendemain, j'ai appelé un de mes amis qui avait une petite entreprise de restauration de vieilles maisons et lui a demandé de visiter avec moi la maison de Madame Madison. Lorsque nous sommes entrés dans la maison, nous avons été choqués. Toute la maison était recouverte de couches de poussière, et d'épais voiles de toile d'araignée pendaient des plafonds et des luminaires, mais pire encore, les murs étaient couverts du sol au plafond d'une étrange bave noire. Dehors, s'est écrié mon ami en me poussant vers la porte. Je suis allé dans ma voiture et j'ai ramené 2 masques et une série de tubes en verre. Nous sommes rentrés, et j'ai regardé mon ami prélever des échantillons de la substance qu'il disait être de la moisissure. Mon ami a secoué la tête. Mon pote, dit-il, ça pourrait être mauvais. J'emmène ça au labo pour voir ce qu'ils disent, mais ça peut être une mauvaise nouvelle. Vas-y, ai-je dit. Je peux faire appel à un service de nettoyage. Un peu de moisissure et de poussière, ce n'est pas la fin du monde. Mais mon ami a secoué la tête. Si est ce que je pense, il n'y a aucune chance que cette maison soit propre un jour, ou qu'on puisse y vivre en sécurité. Vraiment ? Ai-je demandé. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? 3 jours plus tard, les nouvelles sont revenues du laboratoire. C'était une variation de la très dangereuse moisissure Stachybotrys que les techniciens n'avaient jamais vue auparavant. Ils ont signalé qu'il s'agissait d'un cas extrême et ont recommandé que toutes les spores soient détruites. J'ai annoncé la mauvaise nouvelle à Madame Madison, et mon ami et moi ont décidé d'appeler les pompiers pour qu'ils nous aident à résoudre le problème. L'expert des pompiers nous a dit que la seule façon de s'assurer que la moisissure ne se propage pas à d'autres maisons était de brûler la maison. Le démantèlement de la maison enverrait des nuages de spores dans l'air, et leur permettrait de se répandre dans tout le quartier. Malheureusement, Madame Madison a suivi les conseils des pompiers et les a regardés allumer un feu soigneusement contrôlé. Et tandis que sa vieille maison brûlait, elle pleurait. J'ai mis mon bras autour d'elle et lui a dit, « Vous avez un foyer chez nous, Madame Madison, aussi longtemps que vous le voulez, vous le savez. » Madame Madison a hoché la tête. « Je sais David, merci, mais j'espérais avoir à nouveau mon petit chez moi. » J'ai eu une idée, mais je l'ai gardée pour moi. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion de tous les voisins les plus proches. Comme vous le savez tous, Madame Madison a brûlé sa maison pour empêcher la propagation d'une moisissure toxique qui pourrait nous nuire à tous. Je pense que nous devrions tous nous mettre au travail pour essayer de résoudre son problème.
Est-ce que quelqu'un a une idée? Une des femmes a levé la main. Je suis agent immobilier, et la parcelle de Madame Madison est grande, bien plus grande que toutes les nôtres. Je pense que je connais un promoteur qui pourrait être intéressé. Il s'est avéré que le promoteur était très intéressé, et j'ai négocié une excellente affaire au nom de Madame Madison. Le promoteur construisait une série de maisons de retraite assistées et, dans le cadre de la généreuse compensation, Madame Madison a pu vivre à vie dans l'une des meilleures unités. Cela lui a permis de rester dans son quartier bien-aimé, près de ses nouveaux amis, Lydia et moi. L'histoire de Madame Madison m'a appris que beaucoup d'entre nous traversent ce monde sans vraiment voir ce qui nous entoure, et que nous manquons ainsi l'occasion d'aider ceux qui sont dans le besoin. J'avais vu Madame Madison vivre dans sa voiture, mais comme je ne faisais pas attention, je ne m'en étais pas rendu compte. De plus, de la pire des misères peut jaillir une grande bénédiction. Parce qu'elle vivait dans sa voiture, Madame Madison n'a pas été affectée par la moisissure toxique potentiellement mortelle. Je suis heureux que Lydia et moi soyons intervenus au bon moment et l'ayons aidée. 3. J'ai aidé à mettre au monde le bébé de ma voisine et j'ai découvert que mon mari était le père. Je connaissais Erika Vernon depuis plus de 6 ans. Les Vernon avaient emménagé dans la maison voisine la même semaine que Kiran et moi, et nous nous étions facilement liés d'amitié. Mais après 1 an ou 2, j'ai réalisé que les Vernon avaient des problèmes. Lesté Vernon semblait être jaloux et suspicieux et faisait de la vie de sa pauvre femme un véritable enfer. J'ai eu pitié d'Erika, qui était aussi fidèle à son mari que je l'étais à Kiran, du moins, si est ce que je croyais. Les choses deviennent de plus en plus désagréables au fil du temps et les disputes d'à côté sont devenues de plus en plus fréquentes, et nous avons cessé de sortir ensemble. Je voyais souvent Erika pleurer et malheureuse, et même si Lesté était toujours agréable et poli avec moi, il ne m'a jamais donné l'occasion de prendre la défense de mon ami. Un jour, j'ai croisé Lesté au supermarché et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Lesté, lui dis-je prudemment, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je déteste vous voir si malheureux tous les deux. Avez-vous pensé à une thérapie de couple? Erika vous aime tellement. À peine 3 semaines plus tard, Lesté a quitté Erika, et j'ai été horrifié de découvrir que mon amie était enceinte de 3 mois. Mais Erika, tu lui as dit? Ai-je demandé. Erika ne pouvait s'arrêter de pleurer. Je l'ai fait, Sarah, mais il a dit que ce n'était pas le sien, que je l'avais trompé. Je ne peux pas avoir ce bébé toute seule, je ne peux pas. J'ai levé le menton de manière résolue. Tu ne le seras pas. Je te le promets. Kiran et moi serons avec toi à chaque étape. Erika a jeté ses bras autour de moi, sanglotant de gratitude. Ce soir-là, j'ai raconté à Kiran ce qui se passait à côté. J'ai dit à la pauvre Erika que nous serions avec elle, pour l'aider à traverser sa grossesse. Kiran n'avait pas l'air très heureux. Honnêtement Sarah, j'aimerais que tu ne sois pas si impulsive. Si est une énorme responsabilité, et je ne connais même pas si bien cette femme. Ça fait 6 ans qu'on vit à côté d'elle, Kiran, ai-je déclaré. Si est ma meilleure amie et je pensais que tu l'aimais bien. Pas vraiment, dit Kiran. Elle est bien, je suppose, mais elle a toujours été plus ton amie que la mienne. Oh chérie, ai-je dit tendrement, en l'enlaçant et en l'embrassant. Sois gentil avec cette pauvre fille, elle n'a personne. Astucieusement, j'ai mordillé le côté du cou de son mari, à un endroit sensible qu'il appelle sa bosse de la chance. Petite coquine, grogne Kiran. Tu sais toujours comment me convaincre.
Ta mère m'a dit que c'était la seule faiblesse des hommes Harper et que je ferais mieux d'en profiter pleinement. Le reste de la soirée s'est terminé en débat amoureux. Kiran a accepté d'aider Erika autant qu'il le pouvait. C'est donc moi qui ai accompagné Erika à tous ses rendez-vous chez le médecin et à ses scanners, chez le nutritionniste, au cours Lamaze, et même au cours d'accouchement naturel qui promettait de préparer la maman et ses assistants à mettre le bébé au monde sans aide médicale. Je n'ai pas l'intention d'accoucher ailleurs qu'à l'hôpital, avec beaucoup d'analgésiques, a dit Erika. Mais si est bien d'être préparé. Et c'était une bonne chose aussi, parce qu'un après-midi, Erika m'a téléphoné en haletant. Sarah, je crois que si est le moment, s'est-elle écriée. Je me suis immédiatement précipité et j'ai été choqué de trouver mon ami dans une mare de liquide. Tu as perdu les os, me suis-je écrié. J'appelle l'hôpital. L'hôpital a indiqué qu'il faudrait au moins une demi-heure, voire plus, avant que l'ambulance ne puisse nous rejoindre, alors j'ai installé Erika aussi confortablement que possible. J'ai remarqué que les contractions d'Erika étaient de plus en plus rapprochées. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu, à ma grande horreur, que la tête du bébé sortait. « Erika !» ai-je crié, « le bébé arrive !» « Il ne peut pas !» cria Erika, s'agrippant à son ventre. Si est-il censé prendre des heures ? Eh bien, ai-je dit. Prêt ou pas, il est en route. Et j'ai couru chercher de l'eau chaude, une couverture chaude, des ciseaux et de la corde. Agenouillé près des genoux écartés d'Erika, je l'ai encouragé à pousser. J'ai regardé, le souffle coupé, le bébé émerger du corps d'Erika. Je l'ai tendrement attrapé et je l'ai posé sur la couverture douce pendant que je nouais et coupais le cordon ombilical, comme on me l'avait appris au cours d'accouchement naturel. Puis j'ai pris le bébé dans mes bras. Si est-il un garçon, ai-je crié à une Erika épuisée. Un beau et parfait petit garçon. J'ai commencé à essuyer doucement le bébé, et j'ai découvert qu'il n'était pas tout à fait parfait. Sur le côté de son cou se trouvait une petite bosse dure, une bosse familière. Une bosse de la chance. En regardant le petit bébé innocent dans mes mains, j'ai soudain tout compris. Lesté. Ai-je chuchoté. Lesté avait raison, n'est-ce pas, Erika ? Tu avais une liaison et c'était avec mon mari. Erika a halté et a essayé de se redresser. Oh non, Sarah, jamais point ne me mens pas, j'ai la preuve juste ici, ai-je dit, en soulevant le bébé dans mes mains. Ne lui fais pas de mal, a crié Erika. Oui, si est-il celui de Kiran. Nous avons été amants pendant 6 ans, je te dirai tout ce que tu veux, mais ne fais pas de mal à mon bébé. Je ne ferai jamais de mal à ton bébé, Erika, dis-je avec mépris. Je ne suis pas comme toi. Je ne détruis pas le bonheur des autres. J'ai mis le bébé dans les bras d'Erika et je l'ai laissé attendre l'ambulance toute seule. Ce soir-là, quand Kiran est rentré à la maison, il a trouvé la maison vide et silencieuse. Je l'ai quitté sans un mot et j'ai demandé le divorce. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à faire confiance, mais quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme merveilleux et je me suis remarié. Je suis une femme heureuse, et mon mari et moi attendons maintenant notre deuxième bébé. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui nous trahissent, mais la vérité finit toujours par éclater de la façon la plus inattendue. Alors que nous fermons le rideau sur ces surprenantes histoires de voisinage, souvenez-vous, les façades les plus ordinaires cachent souvent les histoires les plus imprévisibles.
Restez curieux, car la prochaine révélation remarquable pourrait se trouver juste derrière votre clôture. Dites-nous ce que vous pensez de ces histoires, et partagez-les avec vos amis. Lire aussi, une femme aide une voisine célibataire qui vient d'avoir un bébé et trouve la photo de son propre mari dans sa chambre. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama. Comme point note, ces pièces sont inspirées d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigées par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.